un voyage dans le mouvement de la vie, une expérience de rencontre avec soi, les autres et le monde. Je suis Camille Fitoussi, exploratrice de nos complexités d'humains et de nos systèmes, coach professionnel certifiée et fondatrice du cabinet Co-Perspectives. Avec Move & Meet, partons ensemble à la rencontre d'experts de l'accompagnement humain et d'entrepreneurs qui créent notre monde de demain. Au gré du chemin, je vais aussi vous confier mes histoires de coaching, prise de conscience et réflexion. J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors Move & Meet et laissez-vous surprendre. Plongeons ensemble dans un voyage captivant à travers les pensées et les actions de Pauline Laravoir. Pauline qui est une pionnière de l'innovation sociale et de l'impact environnemental. Vous allez découvrir son parcours des bancs d'HEC Paris à la création de projets impactants, notamment dans l'éducation en Inde. Et puis depuis quelques mois, Executive Director au Master in Sustainability and Social Innovation à HEC Paris. Vous allez découvrir comment sa quête de sens a façonné sa carrière de façon unique et inspirante. En tout cas pour moi. Avec Pauline, on s'est rencontrés grâce au Learning Planet Institute, dont mon entreprise est partenaire. Et on a été mises en relation toutes les deux pour le plaisir de la rencontre déjà, notamment autour d'intérêts communs comme l'éducation, la jeunesse entrepreneuriale et ceci notamment en Inde. J'ai pu aussi, grâce à Pauline, être mise en relation avec Vivek Bhandari, que vous allez retrouver, que j'ai pu interviewer dans un autre épisode de ce podcast Move & Meet. Donc c'est bien la preuve que si on se donne les moyens d'aller vers l'autre, le monde est tout petit. Et je suis contente avec ce podcast de pouvoir vivre des merveilleuses occasions de rencontres inspirantes et de vous en faire profiter parce que c'est bien là mon objectif. Donc j'ai découpé l'interview en 3 épisodes de podcast. Dans ce premier épisode, vous allez pouvoir voyager à travers le parcours exceptionnel de Pauline et puis on va explorer ensemble les moments marquants de son évolution professionnelle. Dans le deuxième épisode, on va se concentrer sur l'engagement dans les objectifs de développement durable. Et puis dans le dernier épisode, on se concentrera sur l'éducation et la quête de sens. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, bah on est parti dès que t'es prête. Je suis prête, je crois. Ok. Super, Pauline. Alors, qu'est-ce qu'une carrière si elle n'a pas de sens et d'impact? C'est la première phrase de ta description sur LinkedIn. Et j'aime beaucoup cette phrase, on va pouvoir y revenir. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Je pense qu'on a plein d'intérêts aussi communs. Tu te décris comme une passionnée des communautés d'apprentissage en lien avec l'environnement durable, l'impact sociétal. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Donc on va parler de ça aussi, de l'éducation, peut-être de l'Inde aussi. Avec plaisir. De l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que tu as 1000 vies aussi, que tu fais plein de choses en même temps. Tu vas nous expliquer ce que tu fais et comment tu fais aussi pour mener toutes ces vies de front. Et bon, je vais pas te présenter, tu le feras toi-même, puis on y viendra au fur et à mesure. J'ai envie de commencer en te partageant, enfin je prends des cours de philo aussi à côté, et la dernière séance, l'enseignante nous proposait une question qui était: est-ce que être conscient des difficultés dans le monde suffit à s'engager? Et ça m'a beaucoup questionnée après, et je me suis personnellement dit que peut-être que ça suffit pas d'être conscient et qu'on a besoin de l'éprouver d'une certaine façon. Et donc je me suis demandé comment toi, tu avais éprouvé toi-même, comment tu avais été confrontée au sujet de l'impact sociétal pour y consacrer ta vie professionnelle. Si on peut peut-être commencer par là, si ça te va. Ouais, avec plaisir. C'est la grande question, et que souvent les personnes qui mettent le pied dans cet environnement, dans ce secteur de l'impact social et environnemental se posent, c'est est-ce qu'il y a un déclic, et est-ce qu'il faut que j'ai nécessairement un déclic pour pouvoir ensuite faire quelque chose de grand et d'impactant?
Et je l'ai souvent posé cette question à pas mal de personnes aussi qui m'inspirent beaucoup dans cet écosystème. Les deux réponses sont présentes. Il y en a qui ont eu un déclic. Il y en a qui vont te dire, par exemple, une amie en Inde qui travaille notamment à Calcutta sur des sujets de pollution de l'air, qui a démarré sa carrière sur ce sujet au moment où elle a eu un enfant, où elle a mis au monde. Et elle s'est dit que c'était pas possible de faire grandir des enfants dans un monde dans lequel tu ne respirais pas. Entourée de comme on l'appelle, ce tueur silencieux. Et donc elle a commencé avec ce déclic-là de devenir parent et de mettre au monde. Et de manière tout aussi importante, voire même un peu plus importante, des témoignages qui disent, et je fais partie de cette seconde catégorie, qui disent que la prise de conscience a été progressive, qu'il n'y a pas eu de eureka moment en soi, et que c'est une combinaison de la manière dont tu as grandi et les valeurs avec lesquelles tu as grandi, de prise en compte de ton environnement, d'altruisme, de soins par rapport aux autres et à ton environnement direct. Donc, est-ce que c'est des valeurs avec lesquelles tu as grandi ou pas? Donc, combinaison de ça avec, comme tu disais, des apports, que ce soit académiques ou plus empiriques, ok, on vit dans un monde qui n'est effectivement pas parfait et on a plein de choses à faire. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, ça a été un mix de la culture dans laquelle j'ai été élevée, que ce soit parentale ou au niveau de l'éducation. Et un moment, notamment quand j'ai mis les pieds dans l'enseignement supérieur après ma prépa, avoir eu des apports académiques sur l'ESS, sur l'impact social et environnemental, sur la mesure d'impact. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il il nous faudrait plusieurs vies pour faire quelque chose d'impactant, je me suis dit que je ne pouvais pas... Très rapidement, je me suis dit que ma carrière, si j'avais 80 000 heures, et on sait que en moyenne, 80 000 heures, c'est le nombre d'heures qu'on donne au total à notre carrière professionnelle. Si on a 80 000 heures à donner quelque part, il vaut mieux leur donner du sens en fait à ces heures-là. Et à partir de ce moment-là, ça a été une accumulation de choix personnels et professionnels pour me rapprocher de plus en plus et de manière de plus en plus granulaire de la compréhension et de l'action sociale et environnementale. Ok, donc c'est un cheminement qui s'est fait petit à petit. Ouais, et qui est loin d'être fini. Loin, loin, loin. Parce que, par exemple, ça fait des années que je travaille sur ces sujets, mais l'autre jour, on m'a reproposé de participer à ce qu'on appelle donc la fresque du climat, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Et j'ai été étonnée par certaines connaissances que j'avais pas imprimées encore, que j'avais pas enregistrées, que j'avais pas ancrées dans mon conscient. Et tu te laisses un petit peu surprendre par de ces nouveaux apports qui changent d'ailleurs parce que la recherche avance, parce que les solutions avancent, parce qu'on avance en tant que société sur ces sujets-là et que c'est un cheminement constant et quotidien de t'alimenter de ce qui se fait en localité et autour du monde sur ces sujets. Ouais, et c'est infini. Et c'est infini. C'est infini. C'est passionnant. Ok, Pauline. Avant qu'on plonge dans tout ce que tu fais aujourd'hui professionnellement et tous tes investissements entrepreneuriaux dans plein de domaines, si on en revient au début, comment ça a démarré? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Quand j'étais toute petite, je pense chanteuse. Ok. Et je pense que... Alors... J'en profite pour te parler d'un truc. Il y a quelques années, j'avais écrit un tout petit article sur ce que j'avais appelé The Changemaker Syndrome, donc le syndrome de l'entrepreneur social, du changemaker. Et en essence, je disais dans ce petit article que la plupart des gens que tu croises dans ce milieu-là, ils ont une sorte de poids sur les épaules qu'ils s'auto-imposent. Il
presque, il faut que je sauve le monde, il faut que je lutte, il faut que je donne tout à la résolution, pour tendre vers la résolution de ces défis sociaux et environnementaux contemporains, parce qu'on fonce dans le mur, et on fonce dans le mur, effectivement, c'est une réalité. Mais du coup, ce syndrome-là, il a pour symptôme et conséquence d'être une sorte de fardeau un peu mental. Et on parle beaucoup de santé mentale, d'éco-anxiété, ce genre de choses, mais voilà, tu te mets une telle pression sur les épaules, de telle sorte à ce que finalement, il y en a beaucoup qui commencent à se dire, qui finissent par se dire, j'ai une responsabilité quasiment totale sur ces sujets. Et en fait, quand tu gagnes un petit peu de maturité et d'élévation à ce propos, tu te rends compte que, évidemment, tu ne peux pas tout faire tout seul, que c'est un jeu d'équipe, en fait. Ça me rappelle ce chercheur qui s'appelle Sailesh Rao, il est aussi documentariste, il fait pas mal de trucs, et il disait finalement on pourrait voir la Terre comme une sorte de vaisseau spatial où on est tous ingénieurs et il faut qu'on travaille ensemble pour que ça fonctionne. J'aime bien cette image. Ouais, elle est jolie. Et c'est vraiment ça, comprendre que toi, Camille, tu vas avec tes compétences et avec ta personnalité, et avec tes intérêts, et avec tes aspirations, faire une chose, ou deux, ou trois. Et moi, Pauline, je vais faire autre chose de complémentaire. Et si ça fonctionne, on travaille ensemble. Et sinon, on travaille sur des secteurs différents, mais de manière complémentaire en termes d'impact. Ce monde est tellement vaste et tellement grand, et propose tellement d'opportunités de passer à l'action que il faut lâcher prise sur le fait de vouloir tout faire et de vouloir tout résoudre soi-même. Et pourquoi par rapport à ça, tu disais quand tu étais petite, tu avais écrit un article ou quelque chose à ce sujet-là, le Changemaker, et est-ce que tu as ressenti là ce dont tu parles de l'éco-anxiété? Ouais, j'étais pas petite, j'étais plus jeune que maintenant. C'était il y a peut-être 7-8 ans. Complètement. Je découvrais ces sujets et forcément quand tu les découvres, notamment dans les premières années, c'est vertigineux de te prendre tous ces chiffres, tous ces faits, toutes ces observations en pleine face. Et tu te sens complètement démuni, en fait. Tu te dis, c'est trop grand pour moi, je ne sais pas quoi faire. Et donc, t'as en parallèle un moment un peu panique qui te désarme, qui peut d'ailleurs mener à l'inaction, qui est assez dangereux. Ouais. Et en plus de ça, en parallèle, tu peux avoir ce sentiment de il faut que je fasse quelque chose, mais que du coup, tu te crispes par rapport à ça. Et oui, et le point où je voulais en venir, c'est que je pense que c'est important et c'est c'est une de mes directions très récentes. J'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus, c'est de pouvoir, en parallèle de ce boulot que je continue sur ces sujets, apprendre à expérimenter la joie au quotidien, peu importe l'impact que j'ai par ailleurs. Mais je pense qu'en plus, non seulement ça t'est bénéfique à toi, mais c'est bénéfique en termes d'impact et ce que tu peux faire aussi. Parce que quand tu te retrouves à travailler sur ces sujets, c'est une haleine de long terme. Et on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des gens qui ont eu une révélation et qui se sont dit, tu sais quoi, il faut que je travaille dans l'ESS, il faut que je devienne entrepreneur social, il faut que je me concentre sur ces sujets-là. On en parle beaucoup de ces shifts. On ne parle pas du shift inverse, à savoir des gens qui ont travaillé des années dedans et qui n'en peuvent plus et qui quittent, entre guillemets, ces secteurs-là parce qu'ils se disent qu'ils ont rabâché un peu tous ces sujets-là, ils n'ont pas trouvé une sorte de joie et de fun aussi dans ces sujets, et du coup ils lâchent prise pour revenir dans des secteurs un petit peu plus traditionnels sans forcément continuer à prendre en compte ces défis sociaux et environnementaux. Et il y en a plus qu'on ne pense, je pense. Et donc je pense que c'est important de prendre soin de ta joie, de telle sorte à ce que ton engagement soit pérenne. Ok. T'as senti que tu l'avais perdu à un certain moment? Ouais. Alors, ça se verrait pas. Tu me rencontres et jamais quelqu'un ne se serait dit ah ouais, elle a lâché prise, elle travaille dans... Ça ne s'est pas manifesté par des choix professionnels ou personnels forts. Mais évidemment, et relativement fréquemment, là ça va mieux. Hein. Mais récemment, je me suis demandé, est-ce que... tu vois, parfois être un petit peu à bout de souffle, parfois se dire que
que le monde est tellement vaste que tu aimerais bien aller creuser ailleurs et que effectivement, il y a aussi de la beauté et de l'intérêt et de l'utilité à connaître, à l'interdisciplinarité des sujets, parce que c'est ça qui est beau avec ce qu'on appelle le durable et le social, c'est que tu les trouves dans tous les secteurs, que c'est pas parce que si tu t'intéresses à ça, il faut que tu t'intéresses à tout un nombre d'autres sujets, que ce soit des sujets de technologie, des sujets plus sectoriels, des sujets humains. Enfin, c'est tellement transverse que ça s'applique à tout. Et donc, je pense que si tu vas avoir l'intelligence et la compréhension de la complexité, il faut que tu aies cette curiosité d'aller chercher ailleurs. Mais donc, du coup, ça rajoute au fait qu'il y a eu des moments, effectivement, où tu es là, est-ce que je me ferais pas une petite pause? Est-ce que je ne la mérite pas, cette pause? Et en fait, je pense que tout le monde devrait trouver cette joie de travailler sur ces sujets, peu importe où il ou elle se trouve professionnellement, parce qu'il y a beaucoup de joie à avoir. On parle de la vie, on parle d'une terre qui continue de vivre au long terme, et ça devrait pas être toujours apocalyptique, tu vois. Il est important, ce discours apocalyptique aussi, parce que c'est du réveil, c'est de la prise de conscience, bien sûr. Mais à un moment, il faut que tu passes de ce discours-là à un discours qui te pérennise toi dans ton engagement qui est déjà présent. Et ça me rappelle j'en parlais à une amie à Calcutta il y a quelques années, Paramita, une danseuse. On peut parler des arts et de l'artivisme, enfin vraiment c'est large. Une danseuse qui est d'ailleurs très engagée sur ces sujets environnementaux. Et je lui disais, alors Paramita, parce que je travaillais dans le secteur de l'éducation déjà à l'époque, et je disais, je me sens parfois un peu démunie face à des étudiants qui me disent, mais à quoi ça sert de se battre? C'est déjà trop tard, notamment par rapport au changement climatique. Et elle m'a dit quelque chose d'original. Elle m'a dit, imagine-toi deux équipes de football à 2 minutes de la fin du match, et il y a une équipe qui perd un but à 2, par exemple. Est-ce que, parce qu'il te reste 2 minutes et qu'il est peu probable que tu marques un autre but, est-ce que c'est une raison de s'arrêter de jouer, en fait? Et non, non. Enfin, tu vas continuer jusqu'au bout, tu vas essayer, tu vas faire tout ce que tu peux. Et j'en parlais aussi très récemment à quelqu'un qui est très, très, très au sujet de tous ces... il peut lire, il lit les détails des rapports du GIEC, enfin vraiment, il connaît les dernières données sur ces sujets, et déjà de 1, les probabilités de réussir sont existantes, et à se sortir un peu de cette situation un peu alarmiste. Et de 2, il se refuse à penser que tout est perdu. Et je pense que c'est sain de se dire et de savoir qu'il y a beaucoup d'espoir, et trouver cette capacité dans son quotidien de repérer ces petites lueurs d'espoir, et de puiser la joie dans la vie que tu peux observer autour de toi au quotidien. Je n'ai pas encore cette compétence, et j'ai envie de la faire grandir plus. Voilà. Ok, c'est trop intéressant déjà de mettre en contraste le fait que ces orientations professionnelles, où on est finalement très connecté avec ce discours apocalyptique et tous les enjeux qui pourraient être en opposition avec le fait de s'émerveiller de tout ce qui est déjà là et qui est merveilleux. Donc de le souligner, c'est marrant, pendant que tu parles de joie, je remarque tes boucles d'oreilles qui en fait font du bruit dans le podcast, mais c'est sympa. En fait, tu vois, ça met un petit côté... pétillant, et c'est venu me chercher pendant que tu parlais de joie, et rechercher la joie, c'est aussi un chemin. Aujourd'hui, tu la trouves où, ta joie? Je sais pourquoi je te parlais de la joie, parce que tu me disais qu'est-ce que tu voulais faire plus petite, et je t'ai dit chanteuse. Et on y revient. Et je pense que notamment pendant la pandémie, en fait, petite histoire, j'ai toujours été chanteuse de douche, et J'adore. amatrice à fond. Je suis montée sur scène 1 ou 2 fois, mais pas plus, tu vois. Et, vraiment, j'aime bien parce que le fait de te retrouver dans ta salle de bain avec à la fois l'écho de la salle de bain, et le fait que de nature, quand tu prends une douche, tu es plutôt décontractée, et du coup ta voix l'est.
On est tous des super chanteurs dans la douche. On est d'accord? Non. Le potentiel démultiplié dans la douche. On se croit tous potentiel de voice dans la douche. Bon. Et donc, j'ai toujours aimé chanter, mais toujours dans la douche, toujours dans la salle de bain. Et pendant la pandémie, au début, on était un peu démunis. J'étais en Inde, à Calcutta, avec mon mari, qui est de là-bas. Et on s'ennuyait un peu, quoi. Enfin, on était coincés dans notre chambre, on sortait pas. Et c'était au tout début. Et lui, il joue pas mal de la guitare, et moi, j'avais un peu ce fond de chant. Et du coup, on a décidé de commencer, de manière très amatrice, hein, mais commencer à chanter ensemble, lui à la guitare, moi au chant, et de chanter, de performer des chansons bengali, un peu assez classiques, populaires de là-bas. Donc bengali, c'est la culture et la langue parlée dans le Bengale occidental, dont la capitale est Calcutta, de l'État. Et vraiment, avec du recul, et en fait, c'est devenu une sorte de série de vidéos qu'on postait sur les réseaux sociaux avec ces très beaux moments de couple passés ensemble, finalement, à préparer la chanson, avec lui qui m'expliquait ce que les paroles voulaient dire, parce que je parle pas très très bien bengali encore. Et ça a été un peu notre petit bonhomme de chemin, notamment pendant la pandémie, qui était une période un peu mentalement lourde pour tout le monde. Ça nous a vraiment fait trouver cette joie dont tu parlais pendant cette période-là. Donc je dirais le chant, et parfois je me retrouve, quand je me retrouve seule, quand j'ai des moments de bas, quand j'ai des coups de barre, notamment à Calcutta, que parfois de la France me manque, ou je ne sais pas, je me mets de la variété française et je la chante à tue-tête. Je me trouve un coin où je suis toute seule où personne ne m'entend. Voilà, ça. Et puis, deuxième réponse, ce serait, je pense, certaines rencontres. J'en citais quelques-unes de ces personnes-là qui te redonnent espoir. Et de par mon travail, en fait, je t'en dirai plus tard, mais de par mon travail, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui, par nature, ont l'espoir et ont la joie de cette vie-là à laquelle ils veulent contribuer par leur travail. Parce que je pense que, du coup, mécaniquement, si tu n'as pas cet espoir-là, tu ne deviens pas entrepreneur social. Enfin, tu te dis, bon, c'est foutu, laisse-moi faire autre chose. Laisse-moi ne pas y penser. Mais toutes ces personnes-là, en fait, et au quotidien, quand tu les rencontres, c'est eux et elles qui t'infusent avec cet espoir-là, en te montrant par A plus B qu'il y a des gens, et beaucoup, et de plus en plus, qui s'allient et qui travaillent tête, cœur, corps sur ces sujets. Donc voilà, je dirais ça. Okay. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sources de joie qu'il me reste encore à trouver. Et c'est un long chemin, tu vois, tu me disais tout à l'heure que tu prenais certains cours de philo. Je pense qu'il y a aussi 2-3 trucs à aller chercher dans ces sources-là, d'avoir une réflexion un peu plus réflexive et joyeuse sur ce que tu vis au quotidien, ouvrir les yeux davantage, continuer à les ouvrir. Et je sais, en étant dans ce milieu-là, qu'il y a aussi beaucoup d'activistes qui connaissent par exemple ce qu'on appelle le burn-out militant, ce genre de choses, qui du coup retrouvent un peu le souffle justement en allant puiser ou allant chercher cette joie-là. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui travaillent sur ce sujet. Et je trouve que c'est sain, parce que c'est vraiment l'essence même de la raison pour laquelle on essaie de faire quelque chose. C'est qu'à la fin, t'as la vie, et donc et qu'est-ce que la vie si elle n'est pas joyeuse? Bon, pas forcément grand-chose. C'est beau. Donc à la fois des joies personnelles, physiques même. Ouais. Et je pense que le fait d'être joyeuse, c'est assez charnel, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça se ressent dans le corps. Ça commence par un sourire, peut-être, tu vois. Puis une sorte de légèreté de l'esprit et du corps aussi, tu vois. Je pense que c'est très physique, la joie. Bien sûr aussi psychique, mais physique. Et peut-être que je suis pas mal intéressée par la psychologie. T'as
gourous que j'ai pu suivre par le passé, par exemple Tony Robbins aux États-Unis, qui est assez inspirant, il est intéressant. Mais En Inde, on m'en parlait beaucoup. C'est vrai. Ouais. Ah bah voilà. C'est plutôt mon père qui m'a fait découvrir un peu ces sujets de psychologie, parce que finalement, en fait, mon père s'est reconverti très tard. Ouais. Il est passé par école de commerce, après il est devenu consultant, après dans une grosse entreprise, et à 40-45 ans, il s'est réveillé en se disant qu'il n'avait pas forcément pris des décisions très conscientes par rapport à sa vie professionnelle. Ouais. Et il a commencé à reprendre des études de psychologie. Donc, il m'en parle beaucoup depuis ces années-là. Et donc, Tony Robbins, super. Il dit beaucoup de choses. Il m'en parle aussi. Oui. Ouais. Tony Robbins, il dit beaucoup de choses. Mais il y a un des messages qui m'était resté en tête, c'était de dire qu'en fait, ton corps est un levier souvent sous-estimé de l'émotion que tu veux ressentir. C'est-à-dire que si tu as envie de ressentir plus de légèreté et plus de joie, peut-être que ça commence juste par un sourire. Même si le sourire, il n'est pas déclenché par quelque chose. Tu juste déclenches le sourire et ça va peut-être déclencher l'émotion positive. Ça peut commencer par un sourire. Il te dit aussi, redresse-toi, tu vois. Juste ne sois pas avachi sur ton lit parce qu'effectivement, là, tu vas rien faire. Donc, en fait, il y a beaucoup de postures physiques qui déclenchent l'émotion et pas l'inverse, en fait. Fake it until you make it. Exactement. Story of my life. non, mais c'est vrai. Enfin, j'essaye de garder ça en tête parce que parfois, tu sais, quand t'es au fond de ton lit, t'as la flemme, tu sais pas, voilà, c'est un jour sans. Et ben parfois, il suffit de relever ses épaules, de se mettre en jambe, de faire un petit geste, de faire un sourire, et tu démarres petit à petit. Et je pense qu'on sous-estime ce pouvoir-là. Donc non, c'est très physique. Ouais. Donc le physique, l'incarnation physique de la joie et les rencontres humaines chargées d'espoir exactement. Et de joie communicative. Et je suis pas du tout en train de dire que j'ai ce talent-là de la recherche de la joie spontanée. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Il y en a qui l'ont plus spontanément que d'autres. J'en parlais à un nouvel ami il y a pas très longtemps qui me disait, moi je me réveille avec la joie. T'as de la chance toi. Moi je veux bien que tu m'apprennes comment tu fais parce que c'est pas forcément inné de la même manière chez tout le monde, mais ça se travaille et je pense que c'est à la fois un moyen et aussi une fin en soi. Parce que finalement, tu as envie de pouvoir construire cette compétence de peu importe tes circonstances, ce qui t'arrive de manière personnelle, ce qui t'arrive, que ce soit dans ton contrôle ou en dehors de ton contrôle, tu as envie de pouvoir injecter de la joie, peu importe les circonstances. C'est un super pouvoir, en fait, quand tu y penses. Et donc, si tu as ce super pouvoir au quotidien, tu as tout compris, quoi, en fait, je pense. Donc, voilà, j'ai envie de le creuser. Ouais. Un moyen et une fin. J'entends tout à fait l'idée de la fin. Et si c'était un moyen, ce serait un moyen de quoi ? Quand on parle, par exemple, des sujets d'impact dont on parle depuis tout à l'heure, moi, je trouve que ton pouvoir d'inspiration est peut-être plus puissant, plus fort, si tu as l'espoir et la joie que si tu es dans le cynisme et la négativité. Les deux sont intéressants. Il faut écouter un peu des deux discours. Mais je suis toujours plus... j'ai toujours plus d'énergie de quelqu'un qui va me dire « Ah, la vie est belle, tu vois. » Et oui, on a beaucoup de travail encore, mais faisons-le, tu vois. Et je trouve que du coup, la joie comme moyen devient un peu ce pouvoir de conviction, de persuasion et d'inspiration envers les autres parce que tu rayonnes. Et donc, par ricochet, en fait, tu t'impactes aussi beaucoup autour de toi. Okay. Super, trop beau. Pas comme ton sourire, Annie, comme ton sourire, tu vois. Le tien aussi, Pauline. Il parle beaucoup. Ça serait bon. Exactement. Super. Alors, si on en revient à ton histoire, donc petite, tu voulais devenir chanteuse. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je suis née à Paris, j'ai grandi en banlieue, au Chesnay, pas loin de Versailles. J'ai eu un chemin un peu tout tracé, académiquement parlant. J'avais
je répondais au système académique et éducatif tel qu'il est pensé en France. Donc ça marchait bien. Il n'est pas fait pour tout le monde et il a beaucoup de défauts, ce système. Mais il m'a amené, sans forcément trop y réfléchir, à poursuivre le chemin prépa après mon lycée. Ce qui m'a ouvert la porte ensuite à des études de commerce à HEC après les concours. Et c'est à partir du moment, je pense, où je suis rentrée à HEC que j'ai commencé à m'ouvrir sur ces sujets-là. C'est pas des sujets qu'on nous faisait découvrir avant. Et j'espère, parce que ça fait 5 ans que je suis en Inde maintenant, mais j'espère que ces sujets, on en parle à partir de la petite maternelle. Ce serait l'idéal en termes de but. Mais c'est des sujets que j'ai découverts sur le tard, en fait. Et à partir du moment où je les ai découverts, à partir du moment... Pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose... Enfin, j'avais jamais eu la réflexion carrière. Ouais, j'aurais pu te poser aussi cette question-là, ouais. J'avais jamais eu la réflexion carrière avant de sortir de prépa. Ouais. Et je ne suis pas en train de cracher sur la prépa, c'est-à-dire qu'avec du recul, c'était une telle base académique, à la fois académique, parce que tu bouffes du contenu de 7h à 22h pendant 2 ans, mais c'est du beau contenu, et ça, non seulement c'est en termes de contenu, mais en termes de format, ça t'apprend aussi à être résilient dans du travail de longue haleine. Et je pense que ça te sert si tu veux, de schéma de référence en termes de jusqu'où est-ce que tu peux te pousser en termes de travail. Donc je n'ai jamais regretté être passée par la prépa, mais ces sujets carrière, entrepreneuriat, impact, ils m'ont vraiment sauté aux yeux. J'en ai appris l'existence quand j'avais déjà 20 ans. Ouais, 20 ans, juste après la prépa. Et oui, effectivement, tu commences plus à réfléchir à ta carrière. Et en fait, il y a eu deux moments dont je me souviens très précisément. Tu as eu le moment où, en entrant à HEC, je me suis rendu compte que, quitte à passer 80 000 heures de ma vie à travailler, autant les mettre au service de quelque chose d'utile. Et quelque chose d'utile peut prendre différentes définitions par rapport à toi. C'est à toi de mettre en place et de développer cette conscience de tes critères de choix professionnels et de ce qui te tient à cœur. Donc, cette réflexion-là et ce moment de prise de conscience. Et quelques années après, c'était 4 ans plus tard, je me souviens très très bien, ça pour le coup, c'était vraiment un déclic. C'était le moment où je me suis rendu compte que, quitte à travailler dans un secteur, autant que ce soit celui de l'éducation, de par l'impact par nature qu'il peut créer, parce que tu parles de la formation des esprits par rapport vis-à-vis de la jeunesse. Et je trouve qu'en soi et en nature, c'est un secteur à la fois hyper joyeux, hyper porteur de sens et hyper impactant. Et ça, figure-toi, j'étais en Inde à ce moment-là. C'était le 8 mars 2017. À quelle heure? Ah, c'était... à l'heure exacte. Mais ça devait être en fin de journée. Le soleil s'était couché, mais pas loin. Donc en Inde, ça doit être du 18h30, quoi. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. 8 mars, pourquoi? C'était donc la Journée internationale de la femme. On était dans le fin fond du Rajasthan, dans une ONG. On travaillait dans une ONG hyper inspirante. J'avais pris une année de césure à ce moment-là, entre mon Master 1 et mon Master 2. Et pendant 1 an, avec 3 amis, on a réalisé une série de missions de mesures d'impact social auprès d'ONG. Et on était en Inde et on travaillait pour une ONG qui s'appelle Barefoot College, que tu connais peut-être. Mais oui, j'ai été. Et ben voilà. Extraordinaire. Tu as peut-être été à Tilonia. Oui. Et j'étais sur une de ces collines qui sont juste à côté. Ok. Et c'était le 8 mars, notre mission était en pause parce que ce jour-là, tout le village festoyait et célébrait les femmes. Et du coup, on n'avait pas de quoi avancer sur notre mission ce jour-là en particulier. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller me faire une petite balade dans les environs, toute seule.
j'ai un peu grimpé sur la colline, j'avais une belle vue sur le paysage. Et là, j'ai fait un petit peu spontanément le bilan, non pas uniquement du voyage en cours, mais aussi de ma vie de manière générale. Et je me suis fait la réflexion en fait, tous les problèmes que j'ai pu identifier, que ce soit dans ma propre éducation ou par la suite à travailler avec d'autres personnes, proviennent du système éducatif et de la manière dont on le pense. Et donc, que ce soit ma propre éducation en France, où, comme je te disais, j'avais jamais entendu parler des défis sociaux et environnementaux avant de débarquer à 20 ans, 21 ans en enseignement supérieur, ou pareil pour l'entrepreneuriat, ou que ce soit même, voilà, au niveau primaire, où on assoit des étudiants dans une salle alors que des enfants, ça demande à courir, ça demande à crier, ça demande à s'exprimer. Enfin, oui, il y a 2-3 trucs un peu philosophiques sur le secteur de l'éducation auxquels je pensais à ce moment-là. Donc, ma propre éducation en France, et puis aussi le voyage récent donc, dans lequel on était, qui nous avait amené à voyager. On avait voyagé en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Sénégal, en Tanzanie, en Inde, là où on était, et puis après on est allé au Cambodge, puis en Amérique latine. Et pour avoir un peu travaillé du coup à ce moment-là en Afrique, donc Côte d'Ivoire, Tunisie, Sénégal et Tanzanie, avec toutes les équipes avec lesquelles on avait pu travailler, il y avait par exemple en Tanzanie un manque d'esprit critique, un manque de questionnement des équipes, le fait d'avoir aussi été témoin de salles de classe au Sénégal avec je sais pas, une centaine d'étudiants par classe, mais tu vois, les enfants étaient tous sourires et ils étaient hyper joyeux d'être à l'école et c'était beau en même temps, mais tu te dis, bon, il y a quand même du boulot à faire dans ce secteur de l'éducation où dans le monde entier, il y a des problèmes, que ce soit en France ou au Sénégal ou en Inde, enfin vraiment partout, quoi. Partout, on le fait pas bien. Donc je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas, j'ai une vie, et quitte à la mettre quelque part et à dédier du temps quelque part, je trouve ça pas mal de me positionner au carrefour de l'éducation et du développement durable. Okay. Et donc c'est comme à partir de ces 2-3 moments-là que j'ai construit et que je continue à construire le parcours. Okay. Donc il y a eu une prise de conscience. Ouais, côté éducation, prise de conscience. Okay. Et après j'ai commencé effectivement à m'intéresser davantage à ce secteur-là et ça a été un peu ma ligne ma ligne de cohérence et mon fil rouge depuis cette prise de conscience. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de ce premier épisode qui était une discussion autour du courage et de la persévérance qui ont été les pierres angulaires du parcours de Pauline. Et puis ces choix audacieux qui nous rappellent que la recherche de sens peut conduire à des routes inattendues et enrichissantes. Dans un prochain épisode, on se retrouve pour plonger maintenant dans le monde de l'engagement, notamment envers les objectifs de développement durable. À très bientôt. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move & Meet. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos challenges professionnels, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt.